Bretagne 5, l'invité du 7-9. Bretagne 5 est en direct de Ploc-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor pour ce séminaire européen Leader organisé entre autres par Leader France. D'ailleurs, nous allons en parler dans quelques instants avec notre nouvel invité Victor Provost. Il est maire de Thirion-Gardet dans le Perche, dans la région Centre. Il est également vice-président de Leader France et vice-président de l'association des maires ruraux d'Eure-et-Loir. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère ne pas avoir déformé le nom de la commune. C'est Thirion-Gardet. Gardet, voilà. Donc, je le disais en commençant, vous êtes vice-président de Leader France. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de Leader France pour commencer ? Leader France, c'est en fait la représentation de tous les GAL. Donc, ce sont ces groupements d'action locale qui sont partout répartis sur les territoires ruraux en France et qui portent les fonds européens Leader sur les territoires. Et donc, Leader France est là pour les représenter, les accompagner dans leurs missions qui sont donc l'administration de tous ces fonds sur le territoire. Voilà, alors on sait que c'est un petit peu compliqué les fonds européens. On peut le dire, c'est un petit peu compliqué aussi pour les petites communes qui n'ont pas toujours tout ce qu'il faut en armement juridique ou pour monter les dossiers. C'est là que Leader intervient ? Exactement. On a l'impression que pour des toutes petites communes rurales, les fonds européens ne sont pas accessibles. Et finalement, en fait, Leader permet en fait à ces communes, dans le cadre de ces groupes, justement, ce sont des réseaux ruraux, de pouvoir en fait obtenir des fonds européens. Donc ça finance d'ailleurs beaucoup d'initiatives qui sont des fois très innovantes. Et d'ailleurs, Leader est reconnu pour ça, pour financer des actions innovantes dans les milieux ruraux et qui des fois peuvent être déployées au niveau national très facilement. Alors, je disais en commençant également que vous êtes maire de Thirion-Gardet, donc dans le Perche, commune plutôt très rurale, avec un peu d'industrie ? Oui, nous on est sur un territoire qui est plutôt rural à la base, qui s'est industrialisé dans les années fin du XXe siècle et qui du coup a gardé quand même un caractère toujours très rural. Et donc Thirion-Gardet c'est 1000 habitants, mais on a tout autour des tout petits villages qui sont vraiment en fait accrochés à des bassins de vie et donc on a besoin de ces réseaux pour monter des initiatives communes, on a besoin des fonds européens pour monter des petits projets et qui des fois fédèrent en fait ces maires ruraux. Donc on a besoin de ça en fait, de se réunir, de travailler ensemble pour se serrer les coudes autour de projets. Alors j'ai envie de vous demander ces projets, alors on va peut-être pas tous les détailler, mais souvent on imagine ruralité, automatiquement agriculture, et pourtant c'est pas forcément ça. Alors certes l'agriculture fait partie de la ruralité, mais effectivement il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'artisanat, il y a aussi beaucoup de culture, il y a aussi beaucoup d'activités économiques qui se déroulent et on le voit de plus en plus avec le numérique aujourd'hui qui se développe, et puis je dirais que la période de confinement nous a prouvé aussi que les Parisiens qui sont à proximité de notre territoire, finalement, trouvent que la campagne n'est pas si mal et qu'on peut y faire plus que de l'agriculture et aussi de l'activité économique, puisqu'il y a beaucoup qui ont décidé de quitter de quitter Paris, donc pour vouloir s'installer dans les territoires ruraux. Donc qualité de vie, qualité aussi du travail que l'on peut effectuer sur place sans subir les embouteillages ou les pannes ou les grèves de RER, mais aussi ça demande des infrastructures pour les communes rurales. On pense à la fibre, on pense au réseau en particulier. Alors certes, dans beaucoup de territoires, la fibre a été financée d'ailleurs souvent par des fonds européens. En tout cas, c'est le choix qui a été fait en Eure-et-Loir de ce côté-là, mais ça se déploie partout et de plus ou moins vite d'ailleurs selon les territoires. Mais en tout cas, les territoires ruraux sont bientôt quand même très facilement accessibles par la fibre, ce qui fait que ça développe le télétravail, ça développe du coup des tiers-lieux. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont financés aussi par les fonds européens, des lieux qui sont justement où les ruraux peuvent se réunir, où les gens se rencontrent. C'est des lieux sociaux, c'est des lieux de développement, d'initiatives, de plein de projets qui sont très intéressants et qui ont beaucoup été financés par les fonds européens et non tellement Leader.
Alors aujourd'hui, on a souvent, au gré des conversations, quelque chose qui revient. C'est oui, souvent, la ville, c'est très bien, on a tout, mais alors à la campagne, il n'y a rien. Or, on a une forme d'opposition un petit peu. C'est moins marqué aujourd'hui. Justement, ces fonds européens permettent aussi de combler, j'allais dire, ce déficit sans comparaison malsaine, mais ce déficit. Hein. Je ne sais pas si c'est... Enfin, il n'y a pas d'opposition ville-campagne, ça c'est sûr. Chacun a ses caractéristiques et je dirais que c'est la population, il y a des traits urbains et des gens qui sont très ruraux. Par contre, les deux ont besoin de l'un et de l'autre. Autant la ville a besoin de ses campagnes pour se nourrir, hein. On fait de la culture dans les champs, principalement, et à l'inverse, on a besoin de villes qui soient fortes et qui soient moteurs pour pouvoir aussi faire drainer les grandes industries, les grands services de mobilité, etc. Donc les uns se complètent avec les autres et il faut justement garder cet équilibre. Alors les fonds européens, certes, aident nos territoires ruraux grâce à Leader. Il y a d'autres fonds européens aussi qui interviennent sur les villes et qui sont aussi beaucoup plus importants de cette manière. Alors, les projets, par exemple, quel projet vous avez développé, un projet qui vous tient à cœur dans votre commune ? Alors, nous, on a développé, par exemple, un concept de loisir qui est assez récent, qu'on appelle les escape games, par exemple, qui sont des jeux où on s'enferme dans une salle avec des énigmes qu'il faut résoudre pour pouvoir en sortir. C'est quelque chose qu'on ne trouvait pas, alors qui s'est développé de manière très importante ces dernières années, mais qu'on ne trouvait pas en milieu rural et qu'on a développé dans une salle qui s'appelle la Grange Odime, qui est l'ancienne grange de l'abbaye de Thiron et qui accueille 3 salles d'escape qui fonctionnent très très bien. Et donc voilà, ça c'est des projets qui ont pu être initiés en milieu rural, qui étaient plutôt une activité qu'on trouve en ville et qui a pu être initiée en milieu rural grâce au fonds Leader. Alors on parle aussi des jeunes qui partent souvent vers la ville dans certains territoires. Alors on le voit ici en Bretagne, en centre-Bretagne en particulier. Les jeunes vont faire leurs études à Rennes, à Brest, à Nantes, voire à Paris, et reviennent pas forcément, ou alors pour la retraite beaucoup plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi un enjeu pour essayer de conserver les jeunes dans les territoires ruraux? Est-ce qu'ils y reviennent d'ailleurs ? Alors, moi, je pense que la période de confinement a fait beaucoup de bien pour la ruralité, même si on peut regretter les décès qu'il y a pu avoir à cause de ce virus. Mais en tout cas, ça a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être autre chose que la vie professionnelle. Il y avait peut-être faire attention à ses proches, revenir en fait à l'histoire et à nos racines. Et moi, j'ai vu, en tout cas sur ma commune, un retour de certains jeunes revenir sur leur territoire. J'irais dire plutôt que prévu, comme vous le dites, on était plutôt revenu quand il y a les enfants ou quand on allait plutôt à la retraite. Là, on les a vus revenir jeunes couples ou des fois même célibataires et se lancer dans une activité professionnelle qui finalement leur tient à cœur. Et j'ai le cas par exemple d'un jeune maraîcher qui vient de s'installer sur ma commune et qui avait pas l'intention de venir au départ. Il était parti pour travailler au Luxembourg et finalement il est revenu proche des siens et il a développé quelque chose sur le territoire. Alors on parle beaucoup de l'Europe ces derniers jours dans la crise de l'Ukraine, dans cette guerre aux portes de l'Europe. On avait l'impression que l'Europe était un machin, pour reprendre le terme d'un illustre président de la République. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'Europe peut être en capacité d'aller très vite dans ses décisions. Là évidemment, il s'agit de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut espérer que l'Europe puisse aller aussi vite dans ses décisions pour les territoires ? Ou est-ce que ça reste encore compliqué ? Alors, on ne peut pas trop juger de la rapidité des décisions qui peuvent être prises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Leader, ça fait 30 ans que ça existe, et que du coup, ces fonds européens qui sont dédiés aux territoires ruraux, j'espère qu'ils dureront encore plus longtemps, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. On critique souvent la complexité et le fait que ce soit difficile, mais en même temps, ça fait du bien aux territoires ruraux. Et donc, on en a besoin. Et j'espère que ça continuera et que peut-être, et on en discutait pendant ces journées aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que peut-être que ces fonds ne peuvent pas être déconnectés finalement de la PAC qui s'occupe des fonds agricoles, parce que de moins en moins finalement, il ne faut pas cantonner justement la ruralité à l'agriculture. Voilà, c'est pour ça que je vous le demandais en commençant, est-ce qu'on parle toujours d'agriculture en ruralité ou on élargit un petit peu plus la question? Alors il y a aussi des questions sociales aujourd'hui, le fait
fait que des habitants viennent dans les campagnes, il faut aussi les loger. Et le problème, c'est comment conserver les terres agricoles et à la fois pouvoir loger les nouveaux arrivants. Alors ça, c'est une problématique qui dépasse un peu les fonds européens, mais effectivement, on a la problématique du logement. Je dirais que ça s'accompagne aussi du réchauffement climatique, puisqu'en fait, on a beaucoup de logements qui sont vieillissants, qui sont aussi l'opportunité pour des fois des maisons qui étaient vides ou qui étaient abandonnées depuis des années, d'être reprises par des jeunes et du coup de les remettre en état et surtout de les rénover et de les isoler, parce que ce qui va être un enjeu, à mon avis, dans les années à venir, c'est non seulement les énergies, les problématiques des énergies, mais en plus l'isolation des bâtiments va devenir important parce que justement il va falloir économiser cette réserve d'énergie et il va falloir justement adapter nos logements et nos habitudes à ça. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra avoir un volet social à ces fonds leaders ? Ça peut. Il y a déjà des initiatives qui le montrent. Par exemple, sur la formation, des fois dans certains métiers. Irène Tolleré en parlait justement tout à l'heure d'un exemple qui lui tenait à cœur, où dans une région, il y a des artisans qui récupéraient les chutes sur les chantiers pour former en fait des jeunes à la rénovation énergétique et pouvoir ensuite les mettre dans le métier et leur donner en fait la formation qui permet en fait de rénover ces bâtiments. On a le sentiment que ces fonds leaders qui sont mal connus finalement du grand public, c'est aussi une forme de lien social entre les communes, entre les villes. Complètement, c'est un lien, c'est clairement ça. Il n'y a pas d'être jaloux en fait des uns et des autres. En fait, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de concurrence en fait. Leader, c'est vraiment pour mettre en lumière des initiatives et souvent des initiatives innovantes. Donc en plus qui derrière peuvent être reprises par les autres territoires en disant tiens, si lui il a pu réussir à faire ça comme ça, moi peut-être que je peux le faire d'une autre manière ou l'adapter sur mon territoire ou le faire avec d'autres fonds derrière. Donc il y a vraiment cet aspect partage, échange qui lie en fait les différents territoires ruraux aussi. Ça permet aux maires de discuter entre eux en dehors de toutes les questions politiques. Allez, on va les évacuer, mais ça permet de discuter justement de ne pas rentrer en concurrence. Complètement. Enfin, on est souvent justement sur des projets aussi qui se font à plusieurs. Ça permet aussi justement de faire des projets à plusieurs sur nos territoires ruraux. Ça, c'est important. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous poser la question. Le prochain projet, il est déjà dans les cartons ? Alors là, on est en renouvellement de candidature pour les fonds européens, donc c'est en train de se discuter dans les régions. Donc, mais des idées, on en a toujours plein la tête, donc ça manque pas. Eh bien, je vous remercie, Victor Provost. Je rappelle que vous êtes maire de Thiron-Gardais, c'est dans le Perche, une très belle région dans le centre de la France. Il faut y faire un tour. Vous êtes également vice-président de Leader France, vice-président de l'Association des maires ruraux d'Eure-et-Loir. Vous étiez avec nous en direct sur Bretagne 5. Je vous en remercie. Voilà, je reprends mon souffle et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.